Le module 4 que vous venez de commencer est supporté par une présentation animée. Cependant, pour compléter le module, vous devrez aussi accéder à des sites externes, faire des lectures et des exercices. Le système judiciaire canadien est le thème de ce 4e module. Vous y verrez l'organisation des tribunaux canadiens, le fonctionnement de la règle du précédent, et vous serez finalement initié à la lecture d'une décision de justice, soit à sa structure et à son vocabulaire. Quant à l'organisation des tribunaux, il importe de faire 3 grandes distinctions. D'abord, il peut s'agir d'une première instance ou d'un appel. Ensuite, il existe des tribunaux judiciaires et des tribunaux administratifs. Enfin, certaines cours sont des cours supérieures alors que d'autres ne le sont pas. Le tribunal de première instance est celui qui, le premier, entendra un litige. Un tribunal d'appel est celui qui entend la contestation d'une décision rendue par un tribunal inférieur. L'appel vise donc à confirmer un premier jugement, à le modifier ou à le substituer par un autre jugement. Attention, il faut distinguer l'appel du pouvoir de surveillance et de contrôle. Le pouvoir de surveillance et de contrôle vise à empêcher un tribunal inférieur ou l'administration publique d'outrepasser ses compétences. Ainsi, le pouvoir de contrôle et de surveillance consiste à juger de la légalité d'une décision. La légalité, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la décision a été prise en accord avec les pouvoirs de l'instance concernée. En effet, même les tribunaux peuvent être créés par des lois. La question à se poser alors est de savoir si la décision prise par le tribunal est conforme avec les pouvoirs que sa loi constitutive lui confère. Si la décision est légale, la Cour supérieure la maintiendra. Si elle est illégale, la Cour la cassera et renverra l'affaire devant l'instance judiciaire ou administrative concernée pour qu'une nouvelle décision soit rendue. Il importe aussi de distinguer l'appel du procès de novo. Le procès de novo est la reprise à zéro d'un procès déjà instruit, une répétition du premier procès avec un réexamen du droit applicable et une nouvelle évaluation de la preuve. Quant à l'appel, souvenez-vous, il vise à confirmer un premier jugement ou encore à le réformer en lui substituant le jugement d'un tribunal d'appel. Seconde distinction, les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs. Les tribunaux administratifs sont des tribunaux qui détiennent des compétences spécialisées. Par exemple, la Régie du logement, la Commission de la santé et de la sécurité au travail ou le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les tribunaux administratifs sont très nombreux. Chaque tribunal est constitué par une loi spécifique qui détermine ses pouvoirs ainsi que ses compétences. Il doit rester dans les limites de sa loi constitutive lorsqu'il rend jugement. Les tribunaux judiciaires sont beaucoup moins nombreux, mais jouissent d'un plus grand degré d'indépendance par rapport au gouvernement. Les juges sont pratiquement inamovibles. La Cour supérieure, par exemple, est un tribunal judiciaire. Dernière distinction, les cours supérieures et les autres cours. Parmi les tribunaux judiciaires, il faut distinguer les cours supérieures, c'est-à-dire celles qui sont protégées par la Constitution canadienne. Elles ont une compétence de principe tant en matière fédérale que provinciale, c'est-à-dire que si une compétence n'a pas été octroyée à une autre cour, c'est la Cour supérieure qui est compétente pour entendre le litige. Au Québec, les cours supérieures provinciales sont la Cour supérieure du Québec, le Tribunal général de première instance pour tous les domaines du droit et la Cour d'appel du Québec. Passons maintenant à la hiérarchie de l'organisation des tribunaux canadiens. La structure fédérale du pays induit une organisation judiciaire assez complexe composée de 2 hiérarchies distinctes. D'abord, une hiérarchie fédérale composée des tribunaux administratifs fédéraux, de la Cour fédérale d'appel du Canada et de la Cour canadienne de l'impôt. Ces tribunaux sont créés en vertu de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Ensuite, une hiérarchie provinciale composée au Québec, par exemple, des tribunaux administratifs, des cours municipales, de la Cour du Québec, de la Cour supérieure et de la Cour d'appel du Québec. La Cour suprême du Canada chapeaute l'ensemble du système judiciaire canadien. Nous verrons brièvement les différentes caractéristiques des tribunaux qui forment le système judiciaire canadien. Pour raffiner votre connaissance de ce système, je vous invite, lorsque vous aurez terminé ce module, à compléter les diagrammes se trouvant sous l'onglet « Lecture et exercices ». Avant de se lancer, une précision. Qu'est-ce qu'une compétence? Selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien, il s'agit de l'aptitude légale d'une autorité publique à accomplir un acte dans un domaine donné. Par exemple, la Constitution organise le partage des compétences entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces, c'est-à-dire qu'elle détermine quel gouvernement peut, entre autres, créer une loi dans tel domaine. À titre d'illustration, c'est le gouvernement fédéral qui a le pouvoir de faire des lois concernant le divorce. Cependant, les lois concernant la célébration du mariage relèvent des pouvoirs provinciaux. Toujours selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien, une compétence est aussi l'aptitude d'une juridiction à instruire et juger une affaire. C'est à cette dernière définition que vous devez penser dans la présentation suivante. Le Parlement fédéral, en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution, a créé des cours additionnelles pour l'application des lois fédérales. Prenons d'abord la Cour fédérale. Pour que la Cour fédérale soit compétente, le Parlement doit être expressément habilité à traiter de la question en litige en vertu de la Constitution. Il doit exister une loi fédérale actuelle et applicable, et l'application de cette loi doit avoir été attribuée à la Cour fédérale. La compétence de la Cour fédérale lui est conférée par la loi sur les cours fédérales et par près d'une centaine d'autres lois. Ces lois donnent à la Cour la compétence de rendre des décisions dans des affaires portant sur plusieurs matières, dont la sécurité nationale, comme le contrôle des attestations de sécurité, le contrôle des décisions du gouvernement fédéral, c'est-à-dire la vérification de la légalité des actions du gouvernement, que ce soit concernant la délivrance des passeports, les élections, les langues officielles, etc., la propriété intellectuelle, incluant notamment le droit d'auteur, le design industriel, les brevets d'invention et les marques de commerce, et les litiges en matière d'amirauté et de droit maritime. Quant à la Cour fédérale d'appel, elle détient une juridiction d'appel de plein droit de la plupart des décisions de sa première instance, ainsi que celle de la Cour canadienne de l'impôt. La Cour canadienne de l'impôt est une cour supérieure qui permet aux particuliers et aux entreprises de régler leurs différends avec le gouvernement du Canada concernant l'impôt sur le revenu bien sûr, mais aussi notamment au sujet de la taxe sur les produits et services ou de l'assurance emploi. Passons maintenant à la hiérarchie des tribunaux provinciaux et prenons l'exemple du Québec. La Cour supérieure d'abord. Les juges des cours supérieures sont nommés par le gouvernement fédéral, dont un juge en chef associé et un juge en chef adjoint. La Cour supérieure du Québec comprend deux chambres, une chambre civile et une chambre criminelle. Le juge y siège seul, cependant lors d'assises criminelles, le juge peut siéger avec 12 jurés. La Cour supérieure est un tribunal de droit commun. Elle entend en première instance toute demande visant le droit privé ou le droit public qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée à un autre tribunal. Par ailleurs, la Cour supérieure est compétente dans les affaires civiles et commerciales dont l'enjeu est supérieur à 70 000 $, de même notamment que dans les domaines du droit administratif, du droit de la famille, dans les cas de faillite, de recours collectif et en matière criminelle et pénale. Elle exerce aussi le pouvoir de surveillance et de réforme de tous les tribunaux ou organismes québécois, sauf de la Cour d'appel, de même que les corps politiques et les corporations. La Cour d'appel du Québec est le plus haut tribunal de la province. Les juges, nommés par le gouvernement fédéral, siègent en banc de 3 juges et parfois de 5 juges si la question en litige est très importante.
La Cour d'appel du Québec vérifie le bien-fondé des décisions rendues par des tribunaux de première instance comme la Cour supérieure et la Cour du Québec. Pour faire appel à la Cour d'appel du Québec, il faut d'abord demander d'être entendu. Cependant, dans certaines situations exceptionnelles, les appels se font de plein droit, c'est-à-dire automatiquement, sans formalité, soit sans requête en autorisation. Enfin, la Cour du Québec. Les juges de la Cour du Québec sont nommés par le gouvernement provincial. La Cour du Québec comprend 3 chambres, la Chambre civile, la Chambre criminelle et pénale et la Chambre de la jeunesse. D'autre part, la Cour du Québec siège dans les territoires autochtones au moyen de sessions itinérantes. La Cour du Québec se décline par ailleurs en de multiples tribunaux spécialisés, lesquels ont, en première instance, compétence exclusive pour entendre les recours qui relèvent de leur spécialité. La Cour du Québec entend notamment les litiges qui mettent en jeu un intérêt financier inférieur à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire, certains litiges en matière pénale ou criminelle, de même que les litiges en matière scolaire et municipale. Enfin, la Cour du Québec possède une division des petites créances qui permet aux justiciables d'avoir accès à une justice dépourvue du formalisme qui teinte les audiences tenues devant les autres tribunaux. La division des petites créances traite les litiges dont la somme réclamée est de 7 000 $ ou moins. Par contre, la division des petites créances ne s'occupe pas, entre autres, des litiges résultant du bail d'un logement, des demandes de pension alimentaire, des recours collectifs, des poursuites en diffamation, des litiges soumis par une personne, une société ou une association qui a acheté la réclamation d'une autre personne, par exemple une agence de recouvrement. La Cour suprême du Canada trône au sommet de l'organisation judiciaire québécoise et canadienne. La Cour suprême est composée de 9 juges nommés par le gouvernement fédéral, dont 3 juges qui doivent provenir du Québec. La Cour suprême du Canada siège en appel des cours d'appel des provinces et de la Cour fédérale d'appel dans tous les domaines du droit. Il s'agit donc de la plus haute instance du pays. Ainsi, la décision de la Cour suprême du Canada est finale et sans appel. Dans certains cas, en matière criminelle, il est possible d'être entendu de plein droit par la Cour suprême du Canada. Cependant, en général, il faut demander à être entendu. La requête pour permission d'en appeler est présentée devant un banc de 3 juges qui décideront s'ils se pencheront ou non sur l'affaire qui leur est présentée. Le critère décisionnel est celui de l'intérêt national. Si la requête est accueillie, le juge en chef détermine le nombre de juges qui siégeront, soit 5, 7 ou 9 juges. Il est aussi possible de saisir la Cour suprême du Canada par renvoi. Un renvoi est la procédure par laquelle un gouvernement demande à la Cour suprême du Canada de lui donner son opinion sur une question de droit ou de fait. Enfin, la Cour suprême du Canada est la gardienne de la Constitution. Tout justiciable peut, à l'occasion d'un litige, soulever une question de constitutionnalité. La Cour appelée à se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution canadienne peut imposer une sanction permettant d'assurer le respect de la Constitution. Ainsi, elle peut substituer son jugement à celui des tribunaux inférieurs, ordonner un nouveau procès ou renvoyer les parties devant un tribunal inférieur pour qu'il y soit statué de nouveau. Elle peut aussi suspendre l'application d'une loi qui s'avère anticonstitutionnelle ou encore déclarer la loi inconstitutionnelle. Les décisions de la Cour suprême n'ont pas à être unanimes. Une décision peut comprendre une majorité, laquelle décide de l'issue du litige, et une décidence qui sera elle aussi publiée comme une partie intégrante de la décision et qui pourra éventuellement influencer le droit. Le fonctionnement et l'évolution du système judiciaire canadien sont marqués par un principe fondamental, celui de la règle du précédent. Pour comprendre le concept de la règle du précédent, veuillez lire le texte d'Albert Mérand dont la référence apparaît à l'écran, puis répondez aux questions. Une fois cet exercice terminé, vous pourrez revenir à la présentation afin de vérifier l'exactitude de vos réponses. L'article intitulé « L'autorité du précédent » est publié dans la revue juridique Thémis. Cette revue est disponible en ligne gratuitement si vous y accédez via les ressources de la bibliothèque. Souvenez-vous que pour vous brancher à distance à ces ressources, vous devez utiliser le proxy de la bibliothèque. Référez-vous au module 1 si vous ne savez pas comment faire. Première question.
qu'est-ce qu'un précédent? Le précédent est le principe en vertu duquel les tribunaux conforment leurs décisions à celles qu'ils ont eux-mêmes rendues et à celles rendues par un tribunal supérieur. Selon le dictionnaire de droit québécois et canadien, il s'agit d'une décision judiciaire antérieure qui est reconnue comme une autorité et a pour effet de lier les tribunaux de même niveau ou d'un niveau inférieur lorsqu'une question portant sur des faits et des questions de droit similaires y est soulevée, les principes dégagés de cette décision constituant alors une source de droit. En common law, en Angleterre ou au Canada, le précédent crée une règle que les tribunaux sont obligés de suivre. Le précédent s'impose comme une contrainte impérative. Dans les pays de droit civil, comme au Québec ou en France, le précédent est moins autoritaire. Il ne commande pas, il recommande fortement qu'on le suive. Le précédent se présente alors comme un modèle proposé. Seconde question, d'où la règle du précédent tient-elle son autorité? Aucune loi fédérale ou provinciale ne détermine l'autorité du précédent. La force de l'autorité du précédent tient à une politique judiciaire, et cette politique judiciaire est variable dans le temps, mais aussi selon l'avis des diverses cours. Enfin, selon Albert Mérand, quels tribunaux sont liés par quels tribunaux? La Cour suprême du Canada n'est pas liée par une décision qui n'est pas la sienne, et elle n'est qu'à demi liée par ses propres décisions. Les cours d'appel des provinces de common law acceptent l'autorité contraignante des décisions de la Cour suprême du Canada. De même, la Cour d'appel du Québec respecte très généralement les décisions de la Cour suprême du Canada. La Cour d'appel du Québec, tout en respectant l'autorité de ses propres décisions, ne renonce pas à son droit traditionnel d'écarter son propre précédent si elle le juge erroné. En matière fédérale comme provinciale, une Cour du Québec n'a pas d'autorité sur une cour d'une autre province et vice-versa. En common law, les tribunaux de première instance se conforment aux arrêts de la Cour d'appel de leur province et de la Cour suprême du Canada. Au Québec, malgré certaines divergences, les jugements des tribunaux de première instance sont très généralement conformes aux précédents ou à la jurisprudence des cours supérieures. Dans les provinces de common law, le juge de première instance estime qu'il convient de ne pas confondre un jugement déjà rendu par un de ses collègues du même tribunal, même s'il ne partage pas son avis à moins d'une raison sérieuse. Au Québec, le juge de première instance se sent moins lié par les décisions rendues par ses collègues du même tribunal ou d'un tribunal de juridiction égale. Passons maintenant au dernier point de ce module, soit la lecture de décision de justice. Vous trouverez le texte de la décision sous l'onglet « Lecture et exercice » de ce module, de même qu'une grille pouvant vous aider à en faire l'analyse. Maurice Tancelin écrit « Savoir lire un arrêt, c'est être capable de déterminer exactement et à chaque instant dans quelle partie du discours le juge se trouve. » En effet, le droit est un discours. Il est organisé, il y a un rapport entre les phrases. Cependant, ce rapport n'est pas déterminé. Le juge est libre d'organiser son discours. Gardez donc en tête pendant cette démonstration que les éléments de la grille d'analyse qui vous est proposée dans le module peuvent donc se retrouver dans un autre ordre, certains peuvent être absents ou prendre une importance différente. Premier élément, l'intitulé. L'intitulé est le titre du jugement. Il comprend le nom des parties, généralement seulement le nom de famille, séparé d'un C en français ou d'un V en anglais. L'ordre des parties vous indique en principe qui est le demandeur et qui est le défendeur, l'appelant et l'intimé. Mais méfiez-vous, ce n'est parfois pas le cas. Dans l'exemple à l'écran, vous remarquerez que les noms sont des initiales. L'abréviation R désigne la reine, soit la couronne, et l'abréviation FFB désigne une partie dont on veut protéger l'anonymat. Deuxième information présente dans l'intitulé, l'année de la décision. Lorsque le recueil est organisé par année de publication, l'année se met entre crochets, comme dans l'exemple à l'écran. L'année indique alors à la fois le volume du recueil et l'année de la décision. Lorsque la série du recueil est organisée par numéro de volume, la date entre parenthèses indique uniquement un renseignement sur l'affaire.
Enfin, lorsqu'il s'agit d'une référence neutre, l'année de la décision ne réfère à aucune publication. La référence neutre a été adoptée depuis 1999 par les tribunaux canadiens afin de permettre un mode unique et permanent d'identification des décisions. Cette référence comporte 3 éléments: l'année de la décision, un identificateur de tribunal et un numéro séquentiel. Troisième information présente dans l'intitulé, les abréviations. Les abréviations indiquent le nom du recueil et donc parfois le nom de la cour ou le niveau de la cour. Dans d'autres cas, il s'agit simplement du titre de la collection. Enfin, l'intitulé indique ensuite la première page de la décision. Deuxième élément du discours, les parties à un litige. Le demandeur ou la demanderesse est la personne qui forme une demande en justice. Le défendeur ou la défenderesse est la personne contre qui une demande en justice est formée. L'appelant ou l'appelante est la partie qui prend l'initiative de porter devant une juridiction supérieure un jugement dont elle est insatisfaite. L'intimé est la partie contre laquelle un appel est formé. À ces parties au cœur du litige peuvent s'ajouter une partie mise en cause ou une partie intervenante. La mise en cause est l'intervention d'un tiers dans une instance à la demande d'une partie afin de permettre une solution complète du litige. L'intervenant est une partie intéressée par l'instance. Avant le texte de la décision, vous aurez généralement accès à un résumé. Gardez en tête que ce résumé ne fait pas partie intégrante de la décision. Il a été rédigé par l'éditeur juridique qui publie le texte de la décision. Troisième élément du discours d'une décision juridique, les faits. Les faits sont les éléments factuels retenus et interprétés par le juge qui lui permettront de qualifier la situation, de la classifier et de prendre sa décision alors qu'il croisera le droit applicable aux faits qu'il a sélectionnés comme étant ceux qui étaient pertinents. Quatrième élément, la question de droit. Une fois la situation factuelle juridiquement qualifiée, le juge expose la question juridique à laquelle il doit répondre. Il délimite son jugement en formulant la question à laquelle il doit répondre et ses motifs sont la réponse à cette question. Cinquième élément, les motifs, donc l'exposé des raisons, tant de faits que de droit, qui justifient la décision du juge. C'est le cœur de la décision. C'est la partie du discours où le juge interprète le droit à la lumière des faits. C'est la partie du discours où le juge tente de convaincre, de persuader de la justesse de sa décision. Enfin, c'est la partie du discours dans laquelle le juge nous prend par la main pour suivre la logique de son raisonnement. Au Canada, généralement, les décisions sont signées du nom du juge qui rend les motifs. Par ailleurs, la décision n'a pas à être unanime et le texte de la décision peut contenir à la fois des motifs majoritaires et des motifs dissidents. La dissidence peut porter soit sur les motifs, soit sur la conclusion du jugement. Dernier élément de la structure de discours d'une décision de justice, le dispositif. Le dispositif est la partie finale du jugement qui contient la décision du juge. Merci de votre attention.